Comme il est maintenant de tradition, c'est donc juste avant que commence le débat de l'histoire du samedi soir que l'on doit remettre le Grand Prix du livre d'histoire des rendez-vous de Blois. Et comme chaque année, le jury a sélectionné un certain nombre de finalistes qui cette année n'étaient que 4, avant de n'en retenir qu'un. Selon la tradition également, le jury souhaite porter à la connaissance des lecteurs les 3 finalistes dont la lecture est chaudement recommandée. Nous avions 4 excellents ouvrages. Pour les 3 qui n'ont pas le prix, nous n'établissons pas de classement et je les donnerai donc par ordre alphabétique. 3 livres nous avaient en effet passionnés, eux aussi, et même si nous en avons finalement choisi un 4e. Ce sont les livres de Naïma Hanafi, Le frisson et le baume, expérience féminine du corps au siècle des Lumières, publié aux presses universitaires de Rennes, qui aborde à partir de lettres, notamment des lettres à leurs médecins, la façon dont les femmes conçoivent les transformations de leur corps, que ce soit du fait de la maladie, de l'âge ou de la maternité. Nous avions aussi sélectionné le livre d'Éric Heusli, L'épopée sibérienne, la Russie à la conquête de la Sibérie et du Grand Nord, paru à Genève aux éditions des Syrtes en 2018. J'ai oublié de dire que le précédent est 2017, mais il est quand même vers la fin de l'année. Et Éric Heusli nous entraîne à partir du règne d'Ivan le Terrible sur les traces des découvreurs du Far East, l'Alaska comprise d'ailleurs, découvertes géographiques mais aussi prise de contrôle lente et parfois hésitante de territoires gigantesques, sans oublier bien sûr ni l'histoire du Transsibérien ni celle du Goulag. Enfin, le 3e ouvrage qui nous avait aussi beaucoup retenu, c'est le livre de François Jarige et Thomas Leroux, La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, paru au Seuil en 2017. Ils font débuter au XVIIIe siècle une longue enquête sur la prise de conscience de la pollution qu'entraîne l'activité humaine, son accélération, mais aussi sa négation par les experts, on peut mettre des guillemets, liés de près au développement industriel de type capitalistique. Bref, un grand livre d'actualité, vous l'avez compris. L'excellence de ces ouvrages, comme de l'ensemble de la sélection, ne nous a pourtant pas empêchés de choisir, et je dois le dire sans trahir les secrets des délibérations dès le premier tour de scrutin, le livre de Masha Tcherovitch, Les enfants de Staline, il est affiché derrière moi, mais je vous montre que le livre existe bien, La guerre des partisans soviétiques 1941-1944, paru au Seuil en 2018. Si vous voulez bien, Masha, venir près de moi, et on peut l'applaudir pour cette réussite. Le sujet est a priori austère, voire tragique, en raison de la violence de la guerre qui ravage l'ouest de l'URSS à partir de juin 1941, sentiment qu'aggrave le cadre géographique, les épaisses forêts marécageuses de Biélorussie et du nord de l'Ukraine. Mais on est vite emporté, en dépit de cette atmosphère parfois, disons-le, un peu sinistre, par la vigueur de la démonstration, la richesse des approches, la netteté des conclusions que rendent parfaitement accessible une langue claire et fluide. Le bonheur constant de la lecture aboutit à la fois à une vision renouvelée du phénomène partisan et à un tableau exceptionnellement précis de la vie de ces groupes entre héroïsme et, il faut bien le dire, banditisme. Contrairement à ce qu'a prétendu la propagande soviétique, le phénomène apparaît spontanément après la débâcle de l'armée rouge, et d'autant plus que l'avance allemande a été rapide. Vous montrez bien que là où l'avance a été la plus rapide, il est resté beaucoup plus d'hommes qu'on n'a pas eu le temps de faire prisonniers en deçà des lignes, et ce sont ces hommes-là qui vont se transformer en partisans. Tandis que certains, et notamment, vous le montrez aussi, les cadres du parti, ou des cadres du parti, versent dans la collaboration avec un occupant dont la victoire est si manifeste qu'elle paraît définitive, d'autres décident de résister. De ces milliers de choix individuels naît le mouvement partisan.
Ce n'est qu'en 1942, après la stabilisation du front devant Moscou, que l'État soviétique prend enfin conscience de l'atout que représentent les partisans et tente de les encadrer. Mais les chefs de guerre, l'expression est de vous, qui ont réussi à créer cet archipel, là aussi je vous cite, de républiques soviétiques ou non d'ailleurs, aussi nombreuses qu'il y a d'unités de partisans, n'entendent pas se soumettre à ceux qui ont perdu la guerre et les ont abandonnés, voire condamnés. Et ils n'hésitent pas à chasser sans ménagement certains commissaires politiques, les politrucs, envoyés par un État parti discrédité. Le titre de votre livre, de ce point de vue, surprendra, mais je laisse les lecteurs en découvrir la raison que vous indiquez incidemment assez tard, après plus de 200 pages. Du moins, cet effort de coordination permet de renouer le contact avec l'arrière et d'obtenir au compte-gouttes des moyens de communication et quelques armes. Vous décrivez avec talent la vie de ces partisans, sans rien gommer de leur héroïsme comme de leur dérive. La violence extrême, omniprésente, s'exerce aussi bien entre les groupes rivaux qu'envers les Allemands et surtout les traîtres, notamment les policiers et les gendarmes locaux, mais aussi bien des civils souvent dénoncés et exécutés sans procès, comme une épuration qui commencerait bien avant la fin de la guerre. Vous nous entraînez dans leur campement, nous partageons leur vie quotidienne éprouvante, la famine, la crasse, le froid, la quête obsessionnelle de l'alcool qui aide à vivre. Les pages que vous consacrez aux femmes sont bouleversantes, car il y a aussi des partisanes venues pour combattre, mais le plus souvent réduites à un rôle de cuisinière, d'infirmière, de couturière et, disons-le, le plus souvent d'objets sexuels. À défaut d'être épousées par un chef qui les protège le temps de leur mariage, souvent bref, elles ne sont guère plus que du linge de lit, c'est l'expression qu'emploient les partisans, voire des putains de campagne soumises au bon plaisir de camarades fort oublieux de l'égalité prolétarienne. Les Allemands apparaissent tard, finalement, dans votre livre, d'une certaine manière, même s'ils sont naturellement à l'origine de tout. Mais ils restent longtemps peu conscients de la puissance des unités de partisans, et ce n'est guère avant 1943 qu'ils lancent de grandes opérations de répression pour créer des zones mortes, non sans succès. Non qu'ils parviennent à éradiquer les partisans, ceux-ci leur échappent le plus souvent, mais des centaines de villages sont brûlés, des dizaines de milliers y sont massacrés. L'exemple que vous détaillez un peu, l'opération Cottbus en mai-juin 1943, est à ce titre emblématique. Villages détruits, population, plusieurs dizaines de milliers de paysans, y compris les femmes et les enfants, exterminés, dans des conditions d'une barbarie absolue, autant d'oradours avant la lettre, à quoi s'ajoute après coup la répression des partisans qui n'hésitent pas à considérer quelques rares survivants comme des complices de l'occupant. Je ne voudrais pas, en résumant encore d'autres sujets de votre livre, déflorer davantage ce livre qui est un livre magistral. Vous le soulignez, nulle part ailleurs, un mouvement de partisans n'a compté autant d'hommes engagés dans les combats, n'a créé une société souterraine aussi vivante et puissante. En vous lisant, on mesure la complexité des situations, la variété des motivations, la puissance des chefs de guerre qui menacent à terme aussi bien l'occupation allemande que la reprise en main soviétique. On ne peut que recommander à chacun de lire ce livre passionnant qui nous rappelle que les horreurs vécues par notre continent ne sont pas si loin de nous et qui peut nous sensibiliser aux atrocités que vivent aujourd'hui même d'autres peuples, proches ou lointains, dans une indifférence coupable. Pour ce beau travail, Madame, bravo et surtout, merci. Un petit diplôme et puis un petit cadeau. Merci beaucoup. C'est un immense honneur d'accepter aujourd'hui ce prix et une très très grande surprise, je dois l'avouer. J'en remercie très sincèrement les membres du jury. Je voudrais saluer aussi à cette occasion les aides et soutiens si nombreux qui ont permis à ce livre de voir le jour, à commencer par mon éditrice, Séverine Nickel, et ses collaboratrices aux éditions du Seuil. Je suis très heureuse aussi que le jury reconnaisse avec ce prix leur choix risqué d'accompagner une jeune historienne dans le travail souvent compliqué de transformation d'une thèse de doctorat en un premier livre. J'ai beaucoup appris d'elle, comme j'apprends depuis près de 15 ans de ces historiens et historiennes qui ont si profondément renouvelé l'histoire de la guerre et de l'Union soviétique et m'ont donné les outils de ma recherche. Marie-Pierre Rey, Christian Ingrao,
Sabine Dulin, Alain Blum, Nathalie Moine, Nicolas Werth, Vanessa Voisin, Amir Weiner, Catherine Goussef, Marc Edele, Juliette Denis, Brandon Scherter, Oleg Livniuk. Ils portent tous ensemble un champ de recherche international au-delà des langues et des frontières, dont le dynamisme intellectuel est nourri par les échanges entre générations d'historiens, avec une exigence et une générosité qui m'ont tant marqué. Au cœur de notre démarche se trouvent, je crois, plusieurs principes partagés. La révolution archivistique sur laquelle notre champ s'est construit, s'est reconstruit et qui forme le cœur de notre métier. Le respect pour les acteurs d'un passé violent, pour leur autonomie et leur responsabilité, et un effort sans cesse renouvelé pour saisir, comprendre et dire l'expérience de la violence politique comme matrice première des modernités tragiques que nous analysons. Ces échanges, ces principes, ces ambitions m'ont guidée tout au long de mon travail sur ces partisans soviétiques. Refusant de les effacer à nouveau derrière les étiquettes de monstres ou de héros qu'ils se voient assignés par les uns et les autres, j'ai cherché à multiplier les échelles et perspectives des archives allemandes et soviétiques pour éclairer leur réalité dans toute sa complexité. Rejetant les généralités et les explications à l'emporte-pièce, j'ai choisi une lecture critique attentive de leurs propres pratiques et discours, qui incarnent et situent les dynamiques de radicalisation, les spirales de violence qui les engouffrent. Dans leur territoire, leur communauté, leurs familles et leurs corps, c'est une apocalypse européenne qui s'incarne. Guerre idéologique entre nazisme et stalinisme, guerre nationale entre Russes et Allemands, guerre civile enfin dans le huis clos de ces immenses massifs forestiers, de ces zones rurales parmi les plus reculées d'Europe. Rien n'échappe à la vague de violence déchaînée par les nazis, qui détruit les institutions, le lien social, le monde entier pour s'y rescaper. Cette violence dont se saisissent les partisans devient la matrice d'un monde nouveau, éphémère. Elle forge la fraternité combattante de la brigade de partisans, fait éclater les territoires occupés en un archipel de fiefs aux frontières étanches, crée ses martyrs et ses damnés. La violence est pour les partisans un mode de vie, à la fois le prix et le privilège de leur sacrifice. C'est pourtant à Moscou et Berlin, dans les bureaux des planificateurs, des généraux, parmi les millions de soldats allemands et soviétiques jetés sur le front, que se joue l'issue de cet affrontement clé du XXe siècle entre l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne. Les partisans soviétiques ont beau former la plus puissante résistance armée à l'occupation allemande en Europe, ils pèsent bien peu dans la balance de ce conflit. De leur combat, il ne reste pratiquement que des morts, des ruines et les cicatrices profondes de guerres civiles inavouées. Ce n'est pas pour leur programme politique, leur impact militaire ou leur carrière d'après-guerre qu'ils attirent le regard. Je vois en eux d'abord la quintessence de cette guerre totale, le lieu de l'abolition ultime des frontières entre civils et combattants, entre l'intime et le politique, entre la guerre et la révolution. Comprendre cette guerre totale, ce n'est pas seulement révéler les cendres sur lesquelles se sont reconstruites ces terres de sang de l'Est européen. Ce n'est pas une histoire que nous pouvons confortablement rejeter vers un autre lointain, une barbarie étrangère. Il est vrai qu'il n'y a pas de mémoire européenne de cette guerre. Les plages du débarquement sont aussi ignorées à l'Est que les forêts de Biélorussie à l'Ouest. Il est vrai aussi que ces guerres de l'occupation et des années 40 en Europe de l'Est ne s'inscrivent pas dans le récit glorieux de la résistance comme lieu de renaissance d'une Europe des Lumières. Leur liberté n'était pas la nôtre. Néanmoins, en 1941, comme en 1812 ou en 1917, l'histoire de l'Europe s'écrit autant sur les rives de la Bérésina que sur celles du Rhin. À mes lecteurs français, je souhaite que leur voyage dans les dernières forêts primitives d'Europe, sur les traces des partisans et des loups, participe à une relecture de ce passé terrible que nous avons tous en héritage. Merci.
Bon, eh bien, merci. Merci aux auteurs qui sont là. Merci à vous, le public fidèle de Blois, pour cette table ronde de l'histoire qui est ce soir consacrée aux images interdites, religion et pornographie. C'est ainsi que nous l'avons intitulée. En effet, en 2007, on s'en souvient tous, la plainte lancée contre Charlie Hebdo, qui avait reproduit des caricatures de Mahomet publiées dans un journal danois, a déclenché en France un procès qui a soulevé des passions autour de questions que l'on croyait réglées depuis longtemps. La question de la liberté d'expression des artistes et des dessinateurs de presse, la question du lien entre l'image et le sacré, et celle qui est la nôtre à Blois depuis quelques jours, la question qu'on répète beaucoup, l'expression de la puissance des images. Alors, au fond, on s'est demandé pourquoi on interdit des images. Pourquoi on interdit des images? Quelles images? Et depuis quand? La réponse paraît simple, religion, pornographie, on est parti de là. Et puis, ce n'est peut-être pas si simple. Que craint-on vraiment quand on les interdit? Est-ce que les sociétés démocratiques qui sont les nôtres, qui ont promu la liberté de l'artiste, sont vraiment toujours les plus permissives dans ce domaine? Où en est-on aujourd'hui, à l'heure où elles tournent sur le web, on le répète beaucoup ces jours-ci, à Blois, à une vitesse accélérée? Alors, on s'est dit qu'on allait chercher à, non pas à être exhaustif ce soir en un peu plus d'1 heure, 1h20, mais à bouleverser peut-être, à remettre en question, à interroger quelques idées reçues en faisant, puisque c'est la mode à Blois, de l'histoire. Alors, de l'histoire avec 3 historiens. Laurence Bertrand d'Orléac, vous êtes professeure d'histoire de l'art à Sciences Po, vous êtes historienne, vous avez écrit plusieurs livres, L'art de la défaite, et puis plusieurs livres plus récemment chez Gallimard, dont le dernier est Contre-déclin, Monet Spengler, Dans les jardins de l'histoire. Un joli livre. Vous êtes aussi, à plusieurs reprises, vous avez été commissaire d'exposition sur les désastres de la guerre, l'art et la guerre, et puis cet été, artistes et robots. Donc, vous avez travaillé sur des catalogues d'exposition, nous en reparlerons. Vous êtes donc une vraie spécialiste de l'image. Olivier Christin, vous êtes directeur d'études à l'EPHE, mais aussi professeur associé à Neuchâtel. Vous êtes aussi un vrai spécialiste de l'image, de la place des images dans les affrontements religieux du XVIe siècle, spécialiste de l'iconoclasme, de la violence symbolique des images. Vous nous avez fait une belle conférence ce matin sur ce sujet au château de Blois. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'iconoclasme, sur la paix de religion, et même récemment une traduction, vous avez publié une traduction aux presses universitaires suisses d'un livre qui traite des images, d'un livre du XVIIe siècle, qui traite des images miraculeuses de Marie. Jean Wirth, je termine par vous parce que nous allons commencer par vous, parce que vous êtes ici l'homme du Moyen-Âge. C'est un peu vous qui avez inspiré notre dossier d'octobre de l'histoire. L'homme du Moyen-Âge, je ne vais pas dire l'homme de l'obscène et du sacré, mais enfin, voilà, ce sont quand même des questions qui nous ont occupés. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'art et de théologie médiévale. Vous avez publié beaucoup de livres sur ce sujet. Je citerai « Qu'est-ce qu'une image ?» Après tout, c'est une question. Qu'est-ce qu'une image? Chez Droz, en 2013. Et puis, au Cerf, une trilogie sur l'image à l'époque romane, l'image à l'époque gothique, et puis l'image à la fin du Moyen-Âge. Mais vous avez aussi publié chez Droz, ça va nous servir peut-être de transition, d'introduction, un petit livre, non, qui n'est pas si petit, sur les marges à drôlerie dans les manuscrits gothiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces marges à drôlerie? Et au fond, oui, ça peut nous servir d'introduction pour la première question que je vous pose, Jean Wirth.
c'est celle qui nous a beaucoup surpris. Quand nous nous sommes lancés dans un dossier sur les images au Moyen-Âge, nous sommes venus vous voir assez naturellement et nous avons commencé à parler des images au Moyen-Âge et de l'interdiction des images au Moyen-Âge. Et puis vous m'avez dit, au Moyen-Âge, il n'y a pas d'images interdites. On n'interdit pas les images. Et je voudrais qu'on revienne avec vous ici ce soir sur ce qui apparaît quand même à beaucoup de gens, je crois, beaucoup de lecteurs, comme un paradoxe. Comment cette période de contrôle social, de contrôle moral, qui a été sans doute en partie le Moyen-Âge, notamment le Moyen-Âge d'après la réforme grégorienne, comment n'a-t-il pas interdit les images? Pourquoi a-t-il laissé une telle liberté aux artistes? Alors, Jean Wirth, je vous laisse la parole pour nous répondre là-dessus, à l'aide peut-être de quelques images. Jean Wirth. Oui, alors, je ne sais pas, peut-être comme ça. Ou alors ça. Bon, ok. Bon, oui, moi j'ai presque l'envie, Valérie Hanin, de vous retourner la question. Qu'est-ce qui prend aux gens, quelle mouche a piqué les gens pour interdire des images? Bon. Je crois qu'il vaut mieux prendre le problème à l'inverse. Bien sûr, au Moyen-Âge, il y a, comme dans toutes les sociétés, un contrôle social, il y a des choses qui sont inacceptables. Non, on peut y arriver là. Ah, bah, Il faut aller peut-être avec ça. voilà, bon, ça va, maintenant je vais y arriver. Je vais y arriver. Bon, voilà. Il y a des choses qui sont inacceptables, comme dans toutes les sociétés, mais apparemment, lorsqu'on réprime quelque chose, ce n'est pas tant des images que les actes. De sorte que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, enfin ça nous y reviendrons je crois, un déplacement de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la répression des actes à la répression des images. C'est une question qu'il faudrait se poser. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que je voudrais quand même vous montrer quelques images interdites, ou que nous croyons interdites et qui ne le sont pas. Et donc, je les ai classées en 3 catégories. Non, ça va, vous allez y arriver. Oui. Je les ai classées en 3 catégories. Les images érotiques, les images obscènes et les images sacrilèges. Alors, une petite anthologie rapide pour commencer. Alors, la catégorie de l'obscène, d'ailleurs, est une catégorie médiévale. Hein. Nous avons des images obscènes, mais notez bien que ces images ne sont pas forcément érotiques. À moins que chère Laurence, que le robot en décide autrement, je ne crois pas que cette image soit extrêmement érotique. Hein, il s'agit de... Et pourtant, elle est obscène. Et pourtant, elle est clairement obscène, oui. Bon, il s'agit d'une femme qui montre sa vulve, comme vous vous en rendez compte. Hein, c'est l'une des... ici, nous avons une image obscène également, d'un coït un petit peu acrobatique. Bon, la première, c'est une église irlandaise, hein, et ici, on est dans le Périgord. Hein, Bon, ce n'est pas très érotique. Hein. Vous me diriez, il n'y a peut-être pas d'image érotique au Moyen-Âge. Non, rassurez-vous. Mais où est passé la 3e? Oui. Alors, ça, c'est un badge. Certainement un badge de pèlerin, d'ailleurs. Il s'agit d'une femme, vous le voyez, qui tient un objet que je ne saurais nommer. Mettez ça sur votre chapeau, et puis... On revient de pèlerinage. Ouais, en revenant de pèlerinage. Bon, vous achetez ça. Mais notez que dans les pèlerinages, on trouve encore aujourd'hui parfois des choses très drôles. Bon, voilà pour quelques images, je pense que je n'ai pas exagéré là, hein, quelques images qui me semblent correspondre parfaitement à la catégorie, d'ailleurs, médiévale et moderne de l'obscène. Mais qui ne sont pas des images interdites, puisqu'on se balade avec ça sur le front. Bon. Il y a des images sacrilèges. Alors, en voilà une que j'aime bien, dans le psautier Rutland. C'est un psautier
anglais du XIIIe siècle. Vous voyez un singe sur une autruche en train de viser avec un javelot le derrière d'un personnage qui me rappelle un dieu, n'est-ce pas? Il a quand même une ressemblance étonnante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. C'est un livre de messe. Ici. C'est un livre de messe. Non, un psautier. Non, un psautier. Un psautier. Ça sert à dire les psaumes. Ici, on est nettement plus tard, hein, on est au XVIe siècle, avec Jan van Emesen. Il s'agit des milliers de représentations de la dérision du Christ, qui est particulièrement drôle, parce que vous voyez que ce personnage invite notre Seigneur Jésus-Christ à lui faire quelque chose que je ne nommerai pas. Bon, où se trouvait ce tableau? Oui. Ah, ben non, où est-ce qu'il est actuellement? Non, pas aujourd'hui. Il était destiné... Ah, ben c'est un tableau d'église, bien entendu. Alors là, évidemment, il y a un problème au centre du christianisme, il faut bien le dire, qui est peut-être plus très ressenti aujourd'hui, mais l'image la plus répandue du christianisme, le crucifix, hein, c'est de toute manière une image infamante du Dieu. C'est très curieux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le type d'image que l'on fait pour vouer quelqu'un aux gémonies. Et voilà encore un badge de pèlerin qui me plaît beaucoup parce qu'il représente incontestablement un badge de Saint-Jacques de Compostelle. On reconnaît le Saint-Jacques en pèlerin de ces badges, mais légèrement transformé, vu la forme qu'a prise son bourdon et la forme qu'a prise son torse. Je n'insiste pas, je pense que ce n'est pas nécessaire. Là aussi, vous pouvez vous balader avec ça dans la rue, ça fait de l'effet. Et alors, je vais quand même vous montrer des images érotiques. Bon, je laisse tomber celle-là. En voilà une, au XIIe siècle, dans un manuscrit d'Engelberg en Suisse. Il s'agit des amours du Christ et de l'Église, comme initiale du Cantique des Cantiques. Ça, c'est très drôle si vous regardez le geste que fait l'Église. Elle est un peu impatiente et lève la tunique du Christ. Voilà une illustration charmante de la vie de Sainte Catherine de Sienne, en train de faire du sadomasochisme devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Elle ne veut plus bouger. Bon. La même Catherine de Sienne, en train de sucer un plaisir divin. Je ne plaisante pas. Ça date de quand, 1450 ou un peu plus tard. Pourquoi je... Oui. Donc, pas tout l'art religieux médiéval, pas tout l'art, l'érotisme médiéval n'est pas toujours religieux, mais il l'est essentiellement. C'est-à-dire que la catégorie de l'érotique, les amours avec Jésus-Christ, etc., est une catégorie qui ne recoupe pas du tout le profane, qui ne recoupe pas l'obscène, même lorsque nous pourrions le sentir comme obscène. Hein? Donc il faut voir que nos clivages ne vont pas, pour parler de tout ça. Même des choses qui peuvent paraître, une image qui peut paraître banale, le jeune Holbein, à 16 ans, a fait ce genre de graffiti là, dans l'éloge de la folie d'Erasme, mais il montre là aussi le scandale, finalement, au cœur même du système chrétien médiéval. Vous avez des femmes qui viennent à l'église voilées d'une manière que trouveraient excessive beaucoup de femmes musulmanes, n'est-ce pas, parmi les plus croyantes et les plus radicales, pour adorer
une jeune mère, les cheveux au vent, montrant ses cheveux. Vous vous rendez compte? Il y a là quelque chose qui a fait rire Holbein et qui est pourtant vraiment au cœur du système. Mais à un moment où le système va encore se casser, Holbein, nous sommes à Bâle et quelques années avant que le système se brise. Bon. Je vous montre une œuvre érotique profane, très jolie, un jeune homme en train d'espionner une femme faisant des filtres d'amour, en train apparemment d'ensorceler son cœur, tout ça extrêmement joli, fin du Moyen-Âge aussi, 1490 à peu près en Allemagne, panneau conservé à Leipzig. C'est un petit panneau absolument adorable, mais inutile de vous le dire, je vous le montre simplement pour vous montrer que les œuvres érotiques profanes, qui ne sont pas les plus fréquentes, la plupart des œuvres érotiques sont des œuvres religieuses finalement, que ces œuvres obéissent au même canon, à la même manière de concevoir quelque chose de sexy. Voilà, donc, en tout cas, pour fixer le... Comment expliquer cette liberté inouïe laissée aux artistes? Mais il y avait... D'abord, elle est... S'il y a une chose qui est prescrite, c'est la liberté de l'artiste. Hein? Dans le grand manuel de liturgie de Guillaume Durand, écrit donc dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et qui reste pendant plusieurs siècles la Bible de la liturgie, la question est traitée de manière radicale par le début de l'art poétique d'Horace, Poetis ac pictoribus omnia audendi potestas. Aux peintres, aux poètes et aux peintres appartient la liberté de tout oser. Mais seulement, Horace immédiatement fait des restrictions. Il dit, mais surtout qu'on ne commence pas à représenter un buste de femme qui se termine ensuite en queue de poisson, ce que nous appelons une sirène. Et le Moyen-Âge, pardon, Guillaume Durand d'abord, coupe le texte, il ne parle pas de restriction, et plus drôle encore, la sirène est un motif favori de l'art médiéval que vous trouvez dans des quantités et des quantités d'églises. Bon. Donc on se moque d'Horace, il n'y a pas à interdire. Point. Bon, donc on l'a compris, le Moyen-Âge n'a rien interdit en matière d'image. Image au sens aussi bien des sculptures que des enluminures, que des tableaux. Alors pourquoi, Olivier Christin, les choses changent-elles au XVIe siècle? Est-ce que vous voulez... oui, est-ce qu'il faut que je montre des images? Oui. Voilà. Alors lesquelles? Elles sont où? Voilà. Je ne sais pas où elles sont. On a l'impression quand même que le XVIe siècle est celui... Enfin, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on le sait, que le XVIe siècle est celui d'un tour d'écrou. Alors, est-ce que c'est lié à l'évolution de l'Église, à l'évolution, à la Réforme? Pourquoi est-ce que le XVIe siècle sera celui de la restriction, de l'interdiction, de l'index, de la censure? Ça commence peut-être un peu au XVe siècle, mais oui, alors il faut aller... 2 fois. Christin, 2 fois. Bon. Ouvrir. Ouvrir. Il faut que tu ailles Voilà. là. Si, Là, voilà. c'est bon. Ouais, bon, on va pas... Plein écran. Plein écran. Alors, ah d'accord. Mais c'est déjà plein écran, non? Non. Non, c'est pas. Ah non, faut les si mettre c'est plein là, écran. plein Ah écran. non, voilà. Bon, c'est bon. Non, il faut le mettre en plein écran. Mais voilà. Ouais. Bon, peut-être dire un mot tout de suite. Il y a à la fois un phénomène de continuité par rapport à ce que vient d'exposer Jean Wirth. C'est-à-dire que, par exemple, l'image qu'on a vue de Catherine de Sienne rentrant sa langue ou ses doigts dans les plaies du Christ et imaginant avoir avec lui des rapports profondément intimes se trouve dans la mystique du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Il y a des récits absolument hallucinants. Je pense à une religieuse qui s'appelle Madeleine Vigneron, qui rêve tous les soirs que son divin époux vient la visiter et qu'elle rentre ses doigts dans ses plaies, sa langue, et des passages encore un peu plus... qui font rougir, voilà. Des passages encore un peu plus explicites sur la foi comme relation intime avec l'époux, même si c'est des relations sans contact, comme les cartes de crédit.
Et donc, voilà. Il reste ça, très très fortement. Et les occasions de peindre des nudités sacrées restent absolument innombrables. Les Madeleines pénitentes, on va montrer Madeleine pénitente, elle renonce à cette vie dissolue de prostituée, et c'est l'occasion de la montrer le plus dépoitraillée possible. Mais en même temps, l'Église romaine est confrontée à un combat sur 2 fronts, ou sur 3 fronts. Il y a d'abord le combat contre l'islam et contre les protestants, c'est-à-dire le combat contre les iconophobes. Et la nécessité de justifier le culte des images, voilà. La nécessité de justifier le culte des images, la fabrication des images, le culte des images, la présence des images et les usages très concrets qui sont faits des images. Et de l'autre côté, le front contre les païens, les Amérindiens, la destruction des idoles et le remplacement des idoles par les images de la vraie foi, les images du vrai Dieu. Et du coup, très rapidement, l'Église romaine va se trouver confrontée à la question qui fait débat tout au long du XVIe siècle, la question des abus. C'est-à-dire, y aurait-il des abus, des images incorrectes, des images inexactes, des images qui conduiraient les fidèles à penser des choses fausses de la foi, type, Jean les connaît parfaitement, les vierges ouvrantes, on les ouvre, c'est comme des petites statues, elles ont un manteau, on peut ouvrir le manteau et à l'intérieur, surprise, on découvre le Fils, pourquoi pas, mais on découvre aussi le Père, ce qui est un peu plus étrange, voilà. Ou les trinités tricéphales à 3 têtes. Pour représenter la Trinité, on présente ça comme un enseignant idéal avec des yeux derrière le crâne. Donc, un professeur qui ne serait jamais chahuté, avec des yeux qui permettent de voir partout. Des images absolument incroyables. Ces images, ces insignes de pèlerinage, des images indécentes. Donc la question des abus, c'est les images erronées ou les images justes dont on fait un usage erroné ou fautif. Et l'Église romaine se met à vouloir légiférer sur cette question, inventant de toutes pièces, dans certains cas, des superstitions, la superstition ou les croyances, généreusement distribuées aux classes populaires, aux paysans et aux femmes, essentiellement, et aux enfants. Et donc, bien sûr, on explique que personne ne confond les images avec Dieu, les images de Dieu avec Dieu, les images des saints avec les saints, sauf éventuellement quelques vieilles paysannes, un culte, mais il suffit qu'elles croient ce que croit l'Église et l'Église expliquera pour elles ce qu'il faut faire. Mais ça suscite la production d'un certain nombre de traités, d'ouvrages, qui sont là des ouvrages normatifs et répressifs, d'une certaine façon, et qui veulent intervenir sur la liberté des peintres ou sur les choix des commanditaires ou sur les images qui sont disposées à l'intérieur des églises, avec soit des interventions, alors soit des traités des images en bonne forme, avec la liste des images tolérables ou intolérables, et des projets d'index des images interdites qui n'aboutiront jamais, sur le modèle de l'index des livres prohibés. On n'arrivera jamais à un index complet, même si voilà, il y a le traité de Molanus, il y a le projet de Paleotti à Bologne, des grands projets d'index, mais c'est irréalisable, infaisable. La liste de comment on peut peindre le Christ, et brusquement, il rentre dans des questions sans fin. Est-ce qu'il est attaché sur la croix ou est-ce qu'il est cloué? S'il est cloué, il est cloué avec combien de clous, qui est un problème majeur. Savoir s'il y a 4 clous ou 3 clous. Et donc, il n'y arrive jamais, sauf à justifier l'existant, en disant ils vont prendre tous les exemples d'images et ils justifient avec des nouveaux arguments. Et puis, l'autre chose, c'est des interventions concrètes, c'est-à-dire c'est des interventions disciplinaires. Alors ici, c'est le cas très célèbre. Vous avez un petit extrait de Catherine et la roue du jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, tel qu'il est aujourd'hui, avec, donc sur la partie droite, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans la chapelle Sixtine, c'est-à-dire avec les voiles rajoutées par Daniel de Volterra, qui a gagné de cette opération de recouvrir la nudité avec des voiles le nom de braguetton, faiseur de braguettes. Voilà. Et vous avez sur le côté gauche, tel que se présentait Catherine dans la version originale. C'est ça que peint Michel-Ange pour la chapelle des papes à l'intérieur du Vatican, c'est-à-dire des nudités sacrées. Et avec le Concile de Trente, eh bien, c'est plus tout à fait possible. Je voudrais montrer un autre exemple, si j'y arrive. Alors, ça a l'air très compliqué, les images. Hein. Peut-être montrer... non, ça c'est pour... pardon. Je voudrais peut-être montrer celle-ci, voilà. Celle-ci, j'aime beaucoup celle-là. Alors, je suis désolé, l'image est très sombre parce que c'est une image perdue. C'est un Saint-Sébastien attribué à... C'est la copie... une copie des années 1520-1530 d'un Saint-Sébastien attribué à Fra Bartolomeo.
Alors je suis désolé, c'est très sombre, nous c'est excellent. Voilà. Attribué à Fra Bartolomeo. Alors c'est toute une histoire parce qu'on reproche à Fra Bartolomeo de ne pas savoir peindre les nus. En fait, il en a peint, mais il en a eu honte en entendant la prédication de Savonarola. Il les a détruits comme Botticelli a détruit une partie de ses œuvres. Et alors, il reste ça. Et cette image se trouve dans un couvent pour femmes et suscite l'admiration en raison du brio de la technique, mais pas seulement. Donc, on lit chez Vasari que, oui, c'est très bien, les peintres viennent admirer cette image et viennent la copier et admirent le style de Fra Bartolomeo. Très bien. Des grands nobles aussi viennent voir cette image si prestigieuse et qui fait la célébrité. Mais ce qui les embête, c'est qu'il y a aussi beaucoup de religieuses qui restent en prière devant cette image très 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 longtemps. Et donc finalement, l'image va être retirée. Donc le XVIe siècle, un tour d'écrou disciplinaire voulu par la papauté, voulu par certains grands cardinaux, transmis ensuite vers les évêques qu'on charge de la police des images dans les églises, en disant visitez vos églises, les églises de votre diocèse, et regardez s'il y a des images qui suscitent l'émotion, qui suscitent le trouble à l'ordre public, on dirait aujourd'hui. On en reparlera peut-être tout à l'heure de cette notion de trouble à l'ordre public. Suscite le trouble, suscite l'inquiétude, et ces images-là, éventuellement, il faut les faire retirer ou les interdire. Mais le nombre de cas de procès est très très faible, très faible. Il y a bien sûr Véronèse devant le Saint-Office Véronèse à Venise pour une dernière scène où il y a énormément de personnages. Il y a un personnage qui saigne du nez, il y a des gens habillés en lansquenet allemand, il y a un perroquet, il y a un chien. Et alors les inquisiteurs prennent le récit de la dernière scène, les récits de la dernière scène, ils disent mais où est-ce que vous avez vu qu'il y avait un perroquet? Pourquoi il y a des personnages en lansquenet? Évidemment, Véronèse ne peut pas répondre, il répond nous sommes comme les fous. Pas les poètes, comme les fous, les peintres, nous prenons des libertés comme les fous. Et il en est quitte pourquoi? Il en est quitte pour changer le titre du tableau, et c'est tout. Au lieu de s'appeler La dernière scène, ça s'appelle Le repas chez Lévi. Point. Pas d'autre. Donc, beaucoup de discours, beaucoup de bruit pour pas grand-chose au fond, beaucoup d'intentions, beaucoup de textes, mais pas tant de... Sauf que certaines images qui circulent à la fin du Moyen-Âge qu'on voyait, les Vierges ouvrantes, les Trinités tricéphales, là, celles-là disparaissent, et les nudités sacrées deviennent un peu plus... Voilà, il faut trouver le moyen de le faire, les sujets. Voilà. Mais donc, bel et bien un tour d'écrou, sauf que restent des images un peu ambiguës ou un peu compliquées, qui circulent autrement, qui ne sont plus des images dans l'espace liturgique, mais des images privées, par exemple, destinées. Et oui, est-ce qu'il y a une interdiction aussi sur les images qui se multiplient du fait de l'imprimerie, par exemple? Est-ce qu'on agit sur celle-là aussi? Ça, c'est une question compliquée. Je ne sais pas si voilà, oui, à travers la censure des livres. À travers la censure des livres, oui, à travers la censure des livres, il y a des images obscènes. Bon, on les connaît, les images du clergé romain faites avec des morceaux de corps de femmes. Et tout, mais... Et l'amour des dieux. Voilà, oui, l'amour des dieux. Oui. Mais finalement, ce qui ressort de tout ce que vous nous dites, c'est quand même une prolifération et une difficulté à interdire les images ou à les contrôler, même si une très grande difficulté, sauf par rapport au Moyen-Âge, c'est quand même l'intervention du magistère romain et la multiplication des livres avec des intentions normatives et des listes d'images ou des conseils tels qu'on devrait représenter les images. Sauf que ces livres ne sont pas illustrés. Le Molanus ne l'est pas illustré, sauf dans le choix fâcheux des éditeurs de sa traduction française, qui a mis des illustrations pour montrer de quoi il s'agissait, parce que certaines images ont disparu aujourd'hui, par exemple les Annonciations, ou à la place de l'archange ou de la colombe de l'Esprit Saint, c'est un petit fœtus qui descend du ciel pour entrer dans les entrailles de la Vierge, ça disparaît. Mais on n'arrive jamais à une police des images sur le modèle de la censure des livres. Jamais. Vous n'êtes pas d'accord, Jean Wirth? Il y a quand même une police des images? En un mot, il me semble tout de même que la contre-réforme a amené une différence assez radicale entre l'art d'église et l'art de cour. C'est-à-dire avec des Vierges Marie qui se rhabillent et avec, dans le monde de la cour, des images de nudité à profusion. C'est-à-dire que je dirais que la réforme grégorienne, la contre-réforme a inventé l'art religieux, n'est-ce pas? Alors que le Moyen-Âge ne connaît pas de différence entre art religieux et art profane. C'est beau ou c'est pas beau, mais
l'art religieux est une notion moderne. Alors, on va faire un grand saut dans le temps, Laurence Bertrand d'Orléac, pour essayer de comprendre ce qui se passe sous d'autres formes d'autorité, c'est-à-dire, vous travaillez sur le XXe siècle, celle des dictatures, celle des pouvoirs qui ne sont plus ceux de l'Église ou des églises, mais les pouvoirs des autoritaires, des nazis par exemple. Prenons ce cas, puisque vous avez travaillé dessus. Alors, la censure des nazis, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Pourquoi est-ce que les nazis s'attaquent aux images, eux aussi, mais d'une autre façon? Quelle est la nature de cette censure et que craignent-ils? Oui, alors là, on fait effectivement un saut énorme dans l'histoire avec cette fois une grande efficacité, disons, dans la censure. Et dans son genre, une efficacité dans, disons, la liste qui est faite, du moins sur le papier, de toutes les œuvres, disons, qui ne doivent plus circuler et qui doivent être désormais exclues, en particulier des musées, des expositions. Alors, là, je vous présente, est-ce que vous voyez oui. Là, je vous présente volontairement, disons, deux images qui sont contre-intuitives, c'est-à-dire que la première, enfin, ce triptyque de nus, en fait, est produit par un artiste nazi et qui dirige même la chambre des artistes, c'est-à-dire que c'est lui, disons, qui est parmi ceux qui dirigent la censure, qui la mettent en application. Et à droite, donc, vous avez un tableau d'un artiste qui est considéré donc, comme un artiste dégénéré, donc Oskar Schlemmer, et qui fait partie de ce qu'on a appelé l'art dégénéré, de ce que Hitler donc, désigne avec les dirigeants comme un art dégénéré, décadent, et donc qui représente en gros un art moderne. Disons qu'à gauche, on a un art néoclassique qui est recyclé par le nazisme. Il n'y a pas d'art nazi en soi, si vous voulez, il n'y a pas d'invention, disons, formelle nazie, mais il y a une utilisation d'un modèle ancien, qui est là un modèle académique tout à fait classique, disons, mais qui est mis au service d'un discours, et en l'occurrence d'un discours idéologique très précis. Alors que sur l'image de droite, si vous voulez, déforme, disons, les corps, c'est une vision moins réaliste des corps, et de surcroît qui, disons, n'est pas utilisable du point de vue idéologique. Alors, je dirais que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une double censure dans le nazisme. Il y a une censure qui s'exerce, disons, sur les formes, sur un certain nombre de types d'œuvres, donc de genres, mais il y a surtout une censure qui s'exerce contre les artistes juifs. C'est-à-dire que, disons qu'un artiste juif peut éventuellement créer des œuvres qui sont politiquement correctes, comme on dirait aujourd'hui, mais il sera mis à l'index parce que juif. Donc c'est une sorte de double censure. Et l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que l'esthétique pour le régime nazi n'est pas quelque chose d'annexe. L'esthétique est au cœur du nazisme. Et vous vous souvenez sans doute que Hitler est un artiste raté, mais un artiste quand même. Quand, dans Mein Kampf, enfin, on comprend très bien que l'échec à l'école des Beaux-Arts en 1907, donc on connaît les raisons pour lesquelles il a échoué à l'école des Beaux-Arts, ne sait pas dessiner des figures humaines, c'est très intéressant, et Hitler donc, parle de cet échec comme vraiment quelque chose qui rompt l'harmonie, disons, il parle d'un éclair dans un ciel bleu, un ciel pur, et donc on sait que tous les grands biographes, etc., cette blessure narcissique date de vraiment son
son antisémitisme, son entrée en politique date de là. On aurait mieux fait, évidemment, de le laisser rentrer à l'école des Beaux-Arts. Il faut toujours laisser rentrer, d'ailleurs. Je propose toujours à Sciences Po ça. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas entendue. Il faut absolument laisser rentrer tout le monde, parce que ça crée sinon des... Alors, donc, en fait, l'esthétique est vraiment au cœur d'une... Et disons que ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que s'il y a censure, c'est qu'on croit aux images. C'est un pouvoir qui croit terriblement aux images et à la propagande. Hein. Et donc, je crois qu'au fond, la censure, de façon générale, c'est la manifestation qu'on croit aux images, à la puissance des images qui n'a jamais été vérifiée. Vous connaissez, nous sommes tous historiens, ou presque ici, ce casse-tête qui est la question de la réception. Comment est-ce que les gens réceptionnent une œuvre? Qu'est-ce qu'ils ressentent devant une œuvre? Bourdieu, qui s'est intéressé au moins sur le tard à la peinture, disait au fond une peinture c'est un inconscient qui s'adresse à un autre inconscient. C'est-à-dire le peintre, depuis son inconscient, s'adresse à un autre inconscient. Et qu'est-ce qu'on sait des inconscients? C'est très compliqué. Vous voyez, donc, au fond, ces histoires de censure, c'est un fantasme de puissance des images, déjà, parce qu'on n'en sait rien du tout. Et ce qui est sûr, c'est que le nazisme a postulé ça et qu'il y a eu des listes véritablement très importantes d'artistes mis au rencard. Et donc, on n'a plus vu qu'un certain type d'art, disons, parce que j'aimerais attirer aussi votre attention peut-être sur un élément qui me semble important, plus efficace peut-être, et en tout cas aussi important, l'autocensure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un régime ou une association, où on édicte, disons, des règles pour ne pas représenter un certain nombre de choses, il y a un phénomène qui se met en place très rapidement. C'est ce qui s'est passé à Paris. Les nazis n'ont jamais rien interdit à Paris à partir du moment où, effectivement, ils ont été à Paris. Il n'y a pas eu de, disons, de censure réelle. Ce sont des cas très sporadiques. Mais les Français se sont dit, les nazis vont censurer. Donc, il n'y a plus eu d'art abstrait, il n'y a plus eu d'un certain type de tableau. C'est l'autocensure qui a fonctionné. C'est beaucoup plus que la censure. Vous êtes d'accord, vous voulez réagir sur cette histoire d'autocensure? Là, c'est évidemment... Je trouve l'analyse sur l'autocensure très, très, très intéressante et très importante. Elle marche très bien pour la période moderne, à partir de la prolifération des manuels du peintre chrétien. Dans quelle disposition d'esprit doit-on se mettre pour être un vrai peintre chrétien et peindre chrétiennement les mystères de la foi? Il faut prier, il faut jeûner, etc. Il y a des exemples. Je trouve très intéressant, et c'est ce que vous avez dit aussi sur la puissance, ce fantasme de la puissance des images, se trouve au cœur de la politique du magistère romain en partie, puisqu'on va dénoncer la fausse puissance des idoles des Amérindiens en démasquant des miracles fautifs, des statues creusées. Jean en a identifié une, je crois, à Strasbourg, des vierges creusées à l'intérieur. Il y a un cas très célèbre à Berne où on creuse des images et on fait parler les images parce que quelqu'un se cachait à l'intérieur. Et les missionnaires vont décrire des dizaines de cas en Amérique en disant les prêtres des idoles fabriquent des faux miracles pour séduire et pour donner l'impression de la puissance des images. Donc il y a un vrai fantasme de la puissance, et la destruction des images, c'est justement la peur que les images aient une puissance et puissent convaincre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de source pour savoir ce qu'elles font faire aux gens. On n'a pas de moyens véritablement, mais il y a quand même par moments des indices ou des croisements de sources. On peut croiser par exemple des récits d'autobiographie de religieux ou de religieuses qui racontent leur usage de certaines images, où il y a dans le cas de certains monastères des fabrications par les religieuses ou par les religieux des images qu'ils utilisent. Fabriquent des poupons à l'effigie de Jésus, les bercent, disent que Jésus a pleuré dans la nuit et les a réveillés. Enfin, voilà. Donc... Alors, oui, là, on est vraiment au cœur du problème. Censurer les images, vous le dites, c'est croire à leur puissance. Et puisqu'on décide de s'attaquer à cette question, qui est celle de Blois, croire à leur performativité. Je voudrais que vous nous expliquiez. Expliquez-nous ça, Jean Wirth, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que c'est la puissance des images? Excusez-moi, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu. Non, dans les cas de faux miracles dont tu parlais, Olivier, à mon avis, il s'agit d'explications parfaitement évéméristes, comme on dit, c'est-à-dire qui expliquent ce qui les fiche en rogne. C'est la prestidigitation. C'est-à-dire mais le type qui dit ça ne considère pas que l'image en soi est dangereuse. Ce qu'il considère comme dangereux, c'est le trucage de l'image qui l'a fait parler, alors que les images sont muettes. Ah, bon, mais... Alors, c'est quoi la puissance des images? Oui, alors est-ce qu'il y a une puissance des images? Alors, je crois qu'il faut distinguer, et ce n'est pas facile d'ailleurs, il faut distinguer deux choses, ou peut-être plus que deux. Mais en tout cas, d'abord, il y a un point sur lequel on est d'accord depuis l'Antiquité, les images ont une force rhétorique. Elles donnent une information dense, et quand c'est bien fait, ça peut frapper énormément. Ça, on a toujours été d'accord là-dessus, et il n'est pas question d'y revenir. L'autre point sur lequel on a toujours été d'accord, c'est qu'une image, qu'est-ce qu'une image? Une image est quelque chose d'imparfait. C'est-à-dire qu'une image ne peut rien dire. Elle ne peut pas dire qui elle est ou qui elle représente déjà. Donc, on ajoute aux images des dispositifs venant d'un autre système sémantique, le plus souvent le langage écrit, pour les compléter. Par exemple, on fait un bonhomme et puis on marque dessous Jésus-Christ. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'ici, on ne parle déjà plus d'une image, mais d'un premier dispositif. Quand ensuite, on arrive à la photographie, c'est-à-dire à quelque chose qui, à mes yeux, n'est pas entièrement image, c'est entre l'empreinte et l'image. Ça a des propriétés assez différentes, dont des propriétés probatoires. On peut utiliser une photo pour prouver que quelqu'un est un meurtrier. On ne peut pas utiliser une peinture pour cela. Parce que je peux peindre Olivier Christin en meurtrier, et ça ne prouve rien du tout. Par contre, si j'arrive à le photographier en train d'étrangler quelqu'un, ça, je peux le traîner en justice. Bon, donc, c'est pas la même chose du tout. Ensuite, arrive l'image animée en plus, avec la langue parlée qui se mêle à l'image. Et alors, quand en général on parle d'image actuellement, on parle de tout et de n'importe quoi, il s'agit de dispositifs de plus en plus complexes, que je signale ici, et que vous ne pouvez plus en parler simplement comme des images. Pas plus que le dispositif dont Olivier parlait, pour faire parler les images en les faisant creuses et puis avec un bonhomme dedans en train de parler à leur place. Ce sont des dispositifs dont l'image est une partie. N'est-ce pas? Il me semble que c'est ça qui est très important. Alors, bien sûr, alors la performativité, en un mot, je crois que si on en donne une définition trop large, on appellera performatif n'importe quoi qui fait un effet rhétorique. Bon. Si on donne une description restreinte, qui me paraît la bonne, un acte est performatif, plutôt un discours est performatif, s'il crée la réalité qu'il désigne. Par exemple, la séance est ouverte est un performatif. C'est une image performative. Quand je dis, si je suis président de séance, je dis que la séance est ouverte... Mais une image performative, c'est quoi? Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'image ne peut pas avoir, en ce sens-là, de performativité. Et s'il en a, alors c'est au sens où n'importe quelle rhétorique a de la performativité. Et le mot performativité n'est plus rien que l'énergeia des Grecs, c'est-à-dire la force rhétorique. Alors à ce moment-là, on parle d'autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'entends des discours sur la performativité des images qui me paraissent un foutoir absolument d'idées, vous savez, pour avoir l'air intelligent. Bon. Laurence Bertrand d'Orléac, une image performative.
Oui, enfin, vous voyez par exemple cette image de soldate qui donc invite à partir à la guerre elle aussi. Peut-être Jean, là, mais on n'est pas à la même époque, hein, mais peut-être qu'on peut appeler ça quand même une image performative, c'est-à-dire que c'est une image, au fond c'est une image de propagande d'ailleurs tout à fait classique. Il me semble qu'on peut dire qu'une image de propagande est une image performative. Donc là, en tout cas, elle est plus performative que le Modigliani qui est à côté. Oui, alors moi, ce que je voulais vous demander, oui. Laurence Bertrand d'Orléac, pourquoi en 1917, hein, puisqu'on est en train de se demander pourquoi on interdit certaines images plutôt que d'autres, et on voit que la réponse n'est pas simple, pourquoi en 1917 on interdit un nu de Modigliani? Alors, c'est vous qui m'avez forcé à inviter plutôt. Vous ne forcez jamais personne, Valérie. Mais vous m'avez invité à réfléchir à ça. Et tout d'un coup, je me suis aussi posé la question que je ne m'étais jamais posée. On parle toujours de ce nu, le plus célèbre du monde. Il est surtout célèbre parce qu'en 2015, il a fait 170 millions de dollars achetés par un ancien taxi chinois qui a fait fortune dans la bourse. Or, quand ce nu, figurez-vous, en 2015, pas en 1917, en 2015, on a rendu compte, bien sûr, dans les journaux économiques de cet exploit, le nu a été flouté au niveau du sexe. En 2015, dans le Financial Times, c'est intéressant. C'est-à-dire, sans vouloir faire d'histoire cyclique, comme mon vieux maître Robert Bonneau, il y a quand même des moments dans l'histoire où on recommence à censurer des choses ou à s'étonner de poils pubiens, par exemple, parce que c'est ça le problème. Dans le nu, sans doute, de Modigliani, des nus, il y en a eu dans toute l'histoire, enfin il y en a plein dans les musées, il y en a partout. Ce nu-là, disons, c'est un peu comme l'origine du monde de Courbet. Il est à la fois pourtant très symbolique, mais ses poils pubiens dérangent parce qu'ils sont réalistes. Mais, comme vous m'avez invité à réfléchir, j'ai essayé quand même de me dire, mais quand même, c'est quand même tellement étrange. Bon, et en fait, on est quand même en plein cœur de la guerre. Or, qu'est-ce qu'on demande aux femmes? C'est pas d'être lascive et d'être sur des canapés en train d'exhiber son sexe. C'est évidemment à la fois, sinon d'aller au combat, en tout cas de communier avec les soldats. Donc je crois qu'en fait, la censure est toujours une affaire de contexte. Bon, ça c'est une évidence. Mais il y a des contextes qui sont vraiment plus contraignants que d'autres. Il y a les guerres, incontestablement. Et pendant les guerres, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas montrer n'importe quoi. Et puis, il y a des périodes qui sont plus ou moins permissives. Et c'est vrai qu'on y viendra peut-être tout à l'heure, mais nous sommes entrés, dans les années 2000 à peu près, dans un retour, en tout cas, d'une sorte de pudibonderie concernant les mœurs, plus que la politique. Mais de ce point de vue, je dirais, pour rejoindre ce qu'a dit Jean, c'est qu'il y a des différences dans les images, ce que j'appellerais les images ouvertes, c'est-à-dire ce que Gamboni appelle les images potentielles. C'est-à-dire qu'il y a des images dont le sens, en fait, peut être différent selon le récepteur, la réceptrice ou le récepteur, je sais pas comment. Alors qu'il y a des images de propagande qui sont absolument univoques. L'art, entre guillemets, si on peut séparer les images artistiques de la propagande, c'est ça. C'est que généralement, les œuvres artistiques vous laissent assez libres. Et ça, c'est très important, évidemment, parce que seuls les États, en principe démocratiques, arrivent à supporter ça. Qu'on puisse lire de n'importe quelle manière des textes et des images, c'est-à-dire les prendre de n'importe quelle manière. Les grandes œuvres d'art, ce sont des œuvres absolument potentielles. Guernica, quand on disait à Picasso, mais c'est une œuvre pacifiste, etc., il disait, je ne sais pas. Et Claude Roy, qui était un jeune homme d'extrême droite, quand il a dit ce qu'il a dit de Guernica, a dit, c'est un tableau qui me plaît énormément. Et l'extrême gauche a dit, parfois, les surréalistes ont dit la même chose. Donc c'est très important aussi de penser la question, disons, de l'art comme avec une sorte d'ouverture de sens, disons, qui est important. Le drame, je crois,
actuellement dans notre manière de regarder les images, c'est qu'on croit que c'est la vérité. Or, les images ne sont pas vraies. Merci. Olivier Christin, oui, on disait les sociétés démocratiques, ça c'est évidemment, semblent les moins répressives. Est-ce que vous diriez cela, Olivier Christin? Quand est-ce qu'elle... Je crois que la discussion qu'on a avec Jean, Laurence Bertrand, Léa Jean-Viert, montre qu'on ne peut pas tracer ces lignes si simples que d'un côté, il y aurait un Moyen-Âge ou un âge où la religion domine tout, où les régimes sont des régimes autoritaires, de monarchie centralisée, de la monarchie pontificale répressif, et puis de l'autre côté, un âge démocratique qui d'ailleurs serait aussi l'âge d'émancipation de l'artiste, auquel Jean a fait allusion sur l'art de la cour comme lieu de libération de l'artiste par rapport aux contraintes des corporations, aux contraintes des commanditaires. Il y aurait un lieu de liberté soudain. Et puis enfin, l'artiste qui travaille enfin pour lui-même et pour le marché, qui serait brusquement beaucoup plus libre. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire l'histoire de l'invention de l'artiste moderne, pour citer à nouveau Pierre Bourdieu, l'invention de l'artiste moderne, c'est aussi la succession de procès faits à des artistes, d'artistes refusés, d'artistes voués aux gémonies, de littérateurs traînés pour obscénité devant les tribunaux. Donc, ce n'est pas du tout une histoire linéaire vers une plus grande libération, mais effectivement avec des cycles et des moments soit de tension dans lesquels l'État s'arroge le droit à nouveau de dire ce qui est ou ce qui n'est pas, et on a aujourd'hui des lois qui permettent de réprimer un certain nombre d'images, ou la circulation d'un certain nombre d'images. Je ne me rappelle plus, on en parlait à midi, quel article du Code de procédure pénale utilise la question des images à destination de la jeunesse ou qui pourrait causer des troubles aux plus jeunes des spectateurs pour poursuivre les images pornographiques, mais aussi les images de nature politique ou les images terroristes, puisque c'est à ce titre-là que Marine Le Pen est poursuivie pour avoir diffusé sur son compte Twitter des images d'exécution de Daesh, et c'est à ce titre-là qu'elle a été soumise à une expertise, qu'on lui demande de se soumettre à une expertise psychiatrique, comme si elle était une grave pédophile. C'est le même article de loi, c'est la même chose. Donc, il y a des moments de retour où l'État s'empare de ça, ou par exemple, des grands réseaux sociaux disent on doit légiférer et décident de mettre des bandeaux sur, ou de flouter des poils pubiens ou des seins, y compris d'œuvres anciennes, que tout le monde connaît, a déjà vu et peut identifier, mais laisse passer des contenus antisémites ou des choses bien plus épouvantables. Donc c'est plutôt des cycles ou plutôt des moments d'épreuve, et nous vivons un moment d'épreuve, par exemple, sur comment fait-on des réseaux sociaux un lieu qui s'autorégule, ou faut-il que les États interviennent? Comment réagit-on à des formes de propagande par l'image qui espèrent que nous redoublerons leurs effets en diffusant nous-mêmes les images? Donc des tentations d'intervention, et ça je pense que c'est plus pertinent que de tracer une histoire linéaire d'une grande libération. Oui, Jean Wirth, oui, quand même. Au fond, est-ce que ce sont toujours, histoire cyclique sans doute, histoire non linéaire à coup sûr, est-ce que ce sont toujours quand même les mêmes images qui sont visées quand elles sont visées? Par exemple, on a beaucoup parlé du nu, on a montré des nus qui étaient produits par les nazis et puis d'autres qui ne supportaient pas. On a montré ce très beau Modigliani. Est-ce que la nudité est vraiment, on avait intitulé cette table ronde religion et pornographie, est-ce que c'est plus la pornographie ou plus la religion qui est en cause? En tout cas, est-ce que la nudité est vraiment un objet de censure, enfin l'objet le plus fréquent de la censure? Je ne crois pas du tout. Évidemment, j'entendais parler, Laurence, oui, de censure par les robots. Hein, la Vénus de Wilhelmsdorf. On va la montrer. On va la montrer. Si tu veux, d'ailleurs. A été censurée donc par... Oui, la Vénus vieille de 30 000 ans a été censurée par Facebook, qui s'en est excusé d'ailleurs. Mais là, on a affaire à une Vénus de fertilité, comme il y en a, on en connaît et on en connaîtra beaucoup. Mais Facebook, en fait, a des règles. Ses algorithmes, si vous voulez, les robots,
ne vous inquiétez pas, sont under control, ils sont sous contrôle pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils répondent à des commandes humaines, pour l'instant en tout cas. Mais ces commandes sont faites aussi à base d'algorithmes. Ensuite, les algorithmes travaillent, évidemment, ils ne travaillent plus du tout à l'échelle humaine. Dont les algorithmes ont décidé, parce qu'on leur a dit, dès que vous voyez des nus, hop, et donc c'était une erreur, soi-disant. Ils peuvent supporter, en fait, un certain nombre, disons, de figures, probablement, mais là, c'est rentré dans l'œil du robot, si je puis dire, de manière... alors ça, c'est le côté presque à la fois grotesque, mais très, très significatif de notre époque, tout de même, qu'un algorithme décide de ça. Mais non, je trouve pas le robot complètement idiot. Pour la bonne raison que allez sur Internet, tapez feedy ou feedering, feeder, feedy, enfin, etc. Ces beaux mots anglais, et vous allez trouver toute une pornographie de dames, ou de monsieur d'ailleurs, qui sont approximativement de ce modèle. C'est devenu une mode. Et le robot est en avance sur les Européens. Ça doit être un robot américain. Bon, alors maintenant j'essaie de répondre à la question, parce que là on l'a un peu relativisé. Bon, moi, je trouve pas ce nu très érotique d'ailleurs. Ah, maintenant il est parti. Bon, tant mieux. Celui-là non plus d'ailleurs. Mais attends, on va remonter. Je crois que je vais vous montrer 2 images à propos du nu justement. Voilà. Alors, la nudité est effectivement quelque chose dont le sens varie d'une époque à l'autre. Et parfois varie énormément. Dans le cas du Moyen-Âge, la nudité n'est pas en soi érotique. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas érotique, j'ai dit qu'elle n'est pas en soi. Elle a d'autres sens. Il est probable, par exemple, dans le cas de Sainte Catherine que je vous montrais, que la nudité ici désigne d'abord le dépouillement spirituel. Bon. De toute manière, elle est d'abord une forme de dépouillement, la nudité. La nudité, c'est la pauvreté, c'est le fait de ne rien avoir, c'est l'absence de protection par le vêtement, et en soi, elle n'est pas érotique. Alors ça pose de gros problèmes, évidemment, parce qu'on aime quand même le corps, la représentation du corps féminin. Mais voilà une représentation franchement érotique que j'ai choisie comme telle. Il s'agit d'un épisode de la légende des ermites, qui, dans les petites heures du duc de Berry, où un chrétien est assailli par une diablesse qui a commencé par lui ligoter les mains derrière le dos et essaye de le violer. Et le chrétien, qui est un bon chrétien, n'a plus qu'une chose qu'il peut encore faire comme défi à ce diable, cette diablesse, c'est de se couper la langue avec les dents et de lui cracher au visage, ce qu'il est en train de faire. Évidemment, il ne peut pas se couper autre chose. Bon, alors, là, on a vraiment le parangon de la séduction. C'est-à-dire, vous remarquez que cette femme a des cornes qui sont obtenues avec une résille, comme dans le portrait Arnolfini de Van Eyck, par exemple, pour avoir l'air d'un petit diable, avec une charmante coiffe qui souligne les cornes, avec une robe sexy moulant les seins avec un beau décolleté, moulant le ventre, on adore les ventres à cette époque, et ainsi de suite. Ce n'est pas notre canon du corps féminin, mais c'en est un. Et une femme aussi élégamment habillée, et franchement, et surtout habillée et un peu déshabillée quand même, grâce au décolleté, qui est une des plus grandes inventions médiévales avec les lunettes. Bon, alors, à mesure qu'on vient au XVe, XVIe siècle, la nudité est de plus en plus prisée, en grande partie à cause de l'Antiquité. Peut-être aussi à cause de la mode des bains, mais qui commence, elle, au XIIIe siècle, sans qu'elle entraîne immédiatement la nudité avec elle. Et encore, on pourrait en discuter de ça. Bon, mais
vous remarquez sur les nudités de la fin du XVe et de la première moitié du XVIe siècle, en tout cas dans le nord des Alpes, constamment, c'est une nudité qui est rarement complète. Il y a toujours un petit voile transparent quelque part, ou un bijou, ou d'autres artifices, ici des chaussures, ou des pantoufles, pardon, des pantoufles qui vous montrent que la personne n'est pas une personne dans le dénuement, parce que le dénuement, ce n'est pas sexy du tout. Je voudrais vous poser une question, Jean, à propos de quelque chose qui est beaucoup moins érotique, ce sont les choses. Je suis frappée de la chute de l'Empire romain au XVe siècle. On ne voit plus de nature morte autonome. Il y a une sorte d'éclipse. Comme s'il y avait une censure sur, disons, les choses matérielles, alors que les antiques représentaient des choses et des premières natures mortes avaient beaucoup de succès. Tout d'un coup, on n'en voit plus. Qu'est-ce que ça a pourquoi cette censure d'une certaine manière? C'est une interdiction ou c'est franchement, une... non, je ne pense pas du tout que ce soit une censure. Effectivement, l'art, à partir du 5e siècle, on arrive dans un art qui est profondément anthropomorphe, hein, lié aussi au fait que Dieu s'est incarné, etc. Mais l'élément essentiel qui me paraît derrière votre question, oui, c'est la fin du dessin d'après nature. Entre le 5e siècle, je pense pas que c'est un peu avant, dès le 4e, le dessin d'après nature a disparu. En une génération ou deux, la disparition de cet art rend les gens incapables de voir et de reproduire ce qu'ils voient. Le passage à la tridimensionnalité. Si je veux dessiner mon ami Souiri qui est là, je dois passer de quelque chose qui est tridimensionnel vers quelque chose de plat. Hein. Et faire ça, c'est un exercice très difficile pour quelqu'un qui n'a jamais dessiné d'après nature. Jusque vers 1200, hein, on a reproduit des images plates avec des images plates. Hein, ou alors on sculptait. Sinon on sculptait. Mais alors, il est évident que l'intérêt pour ce monde matériel, dans ce qu'il a de plus humble, comme une corbeille de fruits, disparaît entièrement. Ce n'est pas un sujet digne d'intérêt. Il n'y a pas à observer un réel, finalement, qui cache des merveilles surnaturelles qui, elles, sont invisibles. Alors revenons quand même à la censure, puisqu'on est dans les images vraiment interdites, ou qu'ils l'ont été quelquefois. On a essayé de comprendre quels sont les ressorts de l'interdiction et peut-être les paradoxes ou l'importance de l'autocensure. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde d'images déferlant. On l'a beaucoup dit aussi depuis 2 jours ici. Tout a changé. Il y a les images évidemment reproduites, mais il y a les images animées. Il y a les images qui déferlent sur le web. On est dans un bouillon permanent d'images. Donc d'un côté, on a l'impression qu'on n'y peut rien, qu'elles nous assaillent, qu'elles nous impriment, qu'elles nous font faire des choses qu'on ne voudrait pas faire et qu'on ne peut rien à leur puissance. Et d'un autre côté, mais c'est peut-être pas si paradoxal, on peut avoir l'impression aussi qu'on cherche à en limiter la puissance, c'est-à-dire de nouveau peut-être à les censurer. Moi, je voudrais vous demander à tous les trois si aujourd'hui, avec ce que vous avez commencé à dire, ce nu de Modigliani qu'on recouvre de nouveau pudiquement 100 ans plus tard d'un voile, est-ce qu'il faut craindre un retour de la censure, d'une volonté de limiter les images? Est-ce qu'on est dans cette illusion de la puissance des images qui voudrait que, justement, on essaie de s'en défendre? Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être... Moi, je voudrais peut-être dire un mot comme... Oui, Olivier? Jean a nuancé l'idée d'image. On ne parle pas de la même chose. Quand on parle de photographie, sur la force attestatoire, on pourrait dire qu'il y a les ex-voto qui, déjà en peinture, doivent attester que... Mais avant la photo. Mais il faut aussi nuancer quand on parle de censure. La censure peut paraître frapper les mêmes objets, des nudités ou des crucifixions comme celle de Georg Grotz, Maul Alten, Weitermarchen. Voilà. Mais la raison n'est pas la même.
et la raison invoquée change complètement. Alors, il ne s'agit plus forcément de protéger des pouvoirs ou de protéger une institution, ou de protéger un dogme ou de protéger la vraie foi. Aujourd'hui, on invoque la protection de ceux qui pourraient voir les images et en être profondément blessés ou choqués. Protection de la jeunesse. Et c'est un argument qui circule à travers nombre d'images, qui peut être soit des images politiques, ça c'est assez nouveau quand même, en disant il y a des images qui vont heurter les membres de telle religion ou telle confession, qui sont attentatoires à la dignité de tel ou tel dogme ou de telle communauté. Avec derrière, dans certains cas, l'idée que les images ont effectivement une espèce de puissance, qu'elles pourraient blesser ou qu'elles pourraient donner de mauvaises idées. On évoquait tout à l'heure les images de mannequins trop maigres qu'on va interdire parce qu'elles donneraient aux jeunes filles des idées d'anorexie. C'est pour les protéger, c'est pour protéger les jeunes filles qu'il faut interdire ces images. Ce n'est plus le pouvoir, ce ne sont plus les pouvoirs ou les institutions qu'on protège ou qu'on défend, mais plutôt les spectateurs eux-mêmes. Qui pourraient être totalement stupéfaits par une puissance des images qu'on n'explique pas ou qu'on imagine irrésistibles. Voilà. Qu'on pourrait blesser. Ça me rappelle le beau titre du livre de Jeanne Favret-Saada, que je ne saurais trop recommander, qui s'appelle « Les sensibilités religieuses blessées » et qui part justement de l'histoire des caricatures de Mahomet, mais pour revenir sur l'histoire des censures, des retours de censure récentes, et aussi bien en parlant de la religieuse de Rivette, mais en montrant qu'au fond, on serait passé d'une censure qui vient de l'obsession du blasphème, là je parle de religion, à une censure qui tente à protéger les sensibilités qui sont de plus en plus, enfin dont le niveau s'est peut-être élevé. Vous voyez cette image-là de ce tableau donc d'un peintre anglais du 19e siècle, donc Waterhouse. C'est une image évidemment qui a l'air comme ça, il y en a des tonnes de tableaux symbolistes de ce genre-là. Eh bien, c'était la Manchester Art Gallery et la directrice elle-même a jugé bon de retirer ce tableau dans les réserves au motif que c'est une vision des femmes, c'est une image des femmes qui est dégradante et qui n'est pas... Vous voyez, donc là, il y a ne riez pas, vous pourrez avoir des ennuis. Là, il y a une sorte de position, disons, militante qui joue sur l'image elle-même. Ça peut jouer sur les titres aussi, puisqu'il y a tout un débat et ça a été mis en pratique déjà au Rijksmuseum, c'est-à-dire que il y a vraiment des titres qui ont désormais changé. Alors, en espérant que les titres anciens restent, parce que c'est très important pour nous historiens, enfin, en tout cas pour ma part, je considère qu'on ne peut pas justement censurer des titres anciens. Il faut garder et ajouter peut-être des couches. Si la sensibilité actuelle est du côté de titres qui nous choquent, c'est vrai. Il y a certains titres qui choquent profondément, que j'arrive même pas à prononcer. Vous voyez, donc, c'est pas mal qu'il y ait des nouveaux titres, après tout, qu'on ait la tête haute quand on donne un titre, mais il faut quand même qu'il reste sur le cartel. On garde une trace du titre ancien. Je crois. C'est très important pour montrer que les caprices du goût et en matière de censure, c'est fondamental. Mais la chose fondamentale, et malheureusement on apprend à lire et à écrire, mais on n'a pas de cours d'histoire des images. Quand je fais mon cours en Sciences Po deuxième année, je demande à 160 étudiants et tout le monde répond, ils n'ont pas eu de cours. Or, il faudrait savoir un peu décrypter des images et savoir, encore une fois, qu'une image n'est pas la vérité. Et tout le problème de la question des caricatures était vraiment un débat très important et qui reposait en fait sur cette idée complètement fausse qu'une caricature, c'est le prophète. Mais ça n'est pas le prophète. C'est précisément la différence entre une œuvre d'art et une image du prophète, ou le prophète surtout lui-même. C'est tout simplement que c'est la vision d'un artiste du prophète. C'est tout simplement la question du symbolique, enfin. Et les gens ne font plus le distinguo, c'est-à-dire que pour eux, ce que comprend un enfant de 5 ans qui va au cinéma, vous lui dites c'est très violent. Et il vous regarde il vous dit mais enfin c'est du cinéma. Il sait très bien que c'est du cinéma. Ce que c'est un enfant, les adultes ne feignent de ne plus le savoir, c'est-à-dire ils prennent les images
comme la réalité des choses. Ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la vérité. Ce sont des images. Et de là vient la tentation de les interdire de nouveau ou de les voiler de nouveau. Olivier Christin, vous partagez cette... Jean, moi j'ai dit ce que je pensais de la censure, mais c'est ce tournant de la censure pour notre bien. C'est aussi quand dans les photos des films des années 50-60 disparaissent les gens qui fument. Totalement. Disons, il faudrait absolument, j'ai envie de dire, censurer les censeurs, parce que ça commence comme ça, mais à travers les dérapages du féminisme, je pèse mes mots, nous pouvons en arriver à vider nos musées, n'est-ce pas? Parce que toute la grande peinture de Titien à Boucher présente la femme à poil comme le repos du guerrier, comme l'objet de rapt, enlèvement d'Europe et ainsi de suite, les aventures de Jupiter, et ainsi de suite. C'est-à-dire de choses qui sont pas très recommandables, peut-être. Qui ne sont pas forcément un idéal de vie aujourd'hui, ni de vie en société. Oui, on a le droit. Mais on peut faire la différence entre le musée et la vie. De condamner le viol et d'apprécier le Tarquin et Lucrèce de Titien, n'est-ce pas? Et on pourrait... C'est une question qui va vraiment se poser, comme ça. Si on continue à nous embêter avec ça, nous allons faire exactement ce que font les Wahhabites en détruisant les Wahhabites et autres canailles sectaires travaillant à la prétendue révolution démocratique de la Syrie, en détruisant les temples anciens, en détruisant toute la culture de leur passé. Et nous sommes pas loin de leur barbarie si nous ne faisons pas attention. Voilà qui est dit. Laurence Bertrand. Pour être un peu plus optimiste, une chose. La première, c'est que, comme dit Starobinsky, action-réaction. Un ami qui a dirigé le Canard enchaîné, qui adore le dessin de presse, etc., avant l'affaire terrible de Charlie Hebdo, en fait, me disait « on ne trouve plus de dessinateurs satiriques ». Depuis cette funeste histoire, beaucoup de jeunes gens veulent refaire du dessin satirique. Donc, ce que je veux dire, c'est que les cas de censure amènent en fait de la part des artistes des réactions qui sont au contraire justement une réactivation. On pensait que le dessin de presse était mort et tout d'un coup, il a été réactivé par la censure. Donc je crois qu'il faut aussi, au fond, se dire que d'une certaine façon, il y a aussi des œuvres d'art qui naissent, en fait, et il y a aussi, par exemple, des campagnes. Ça m'a beaucoup intéressé. Egon Schiele, donc, a été censuré, ce nu, si vous voulez, qui était lancé par Vienne, par une agence viennoise, a été censuré à peu près dans toutes les grandes capitales européennes. Mais à Paris aussi. À Paris aussi. Du coup, donc ce nu que vous voyez en haut à droite, du coup, la fameuse agence viennoise s'est servie de cette censure pour faire de la publicité en disant 100 ans après, ces nus sont toujours aussi sulfureux, pour faire venir les gens dans une exposition qui a eu beaucoup de succès. Donc je crois que c'est aussi ça l'art et les images, c'est-à-dire ces vivants sont des agents actifs et je crois que ça fait à la fois réfléchir, rebondir et ça provoque, disons, aussi d'autres images. Et donc c'est génératif. Donc attention aux censeurs, ça risque de donner des idées aux artistes. Olivier Christin, est-ce qu'il faut craindre un retour de la censure? Est-ce qu'on observe aujourd'hui une forme de retour de censure? Oui, clairement, oui. Oui, on a des exemples. On a des exemples de scandales sur de films ou de campagnes publicitaires. Bien sûr, oui, il y a, mais avec, comme je disais, des intentions, dans certains cas, qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui prétendent être des intentions louables, des intentions moralisatrices, des intentions pour notre bien, des intentions de progrès. Or, c'est quand même assez rare que la censure soit un progrès.
c'est quand même... Bon, merci. Je crois qu'il nous reste... bon, je ne sais pas s'il y aura quelques minutes pour les questions. Oui, ça va. Oui, parce qu'on a dépassé un peu, 8h05. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être il y a une ou deux questions. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes. Normalement, on termine à 8h, mais comme on a commencé un peu plus tard. Non? Non. Ah si, une question. Ah si, une question. Merci pour cette discussion. J'aurais une question à poser à vous trois. Par rapport à ce que disait Olivier Christin tout à l'heure, à savoir que les censures d'aujourd'hui auraient pour but de nous protéger de quelque chose de mal. Est-ce que les censures de l'époque moderne du XVIe siècle, par exemple, ne sont pas aussi censées protéger les croyants contre des images qui induiraient une lecture déviante du christianisme, par exemple? Elles ne se présentent pas comme ça, elles se présentent comme une défense de l'institution et du dogme, d'abord, parce qu'elles sont aux mains d'autres acteurs, et notamment d'acteurs institutionnels. Alors peut-être qu'in fine, elles peuvent être justifiées, ou des tentatives de justification en disant il faut donner des images justes au peuple chrétien pour qu'il accède véritablement aux vérités de la foi, mais ce n'est pas l'argumentation que moi je trouve en premier. L'argumentation, c'est une dénonciation des superstitions supposées, qui était celle du clergé, mais qui s'en détache clairement à partir du XVIe siècle, ne veut plus tout à fait reconnaître des choses qu'il a en partie suscitées. Mais c'est plutôt une protection de l'institution et du dogme que nous allons protéger des sensibilités. Oui, certains d'entre vous aiment vraiment l'âne et le bœuf dans la nativité. C'est dommage, c'est faux, c'est pas dans la Bible. On est obligé de le retirer, mais on sait que ça va vous blesser. Pas du tout. Bon, merci. Bon, écoutez. Ah oui, oui. Bon. Je suis étudiante en animation pour faire des films d'animation. Et un de mes profs nous a dit, c'est la semaine dernière, quelque chose qui me paraît résonner un peu avec cette table ronde. Elle nous a dit qu'en fait, donc on va raconter des histoires avec des images et que donc c'est très important qu'on réfléchisse au message qu'on va faire passer. Parce que même si c'est une image, même si c'est faux, et dans notre cas c'est des dessins, donc c'est pas des photos, c'est pas du film, c'est complètement faux, mais ça amène quelque chose qui existe. À la fin, le film, il existe, c'est un produit fini, c'est un produit qui existe, qui va être vu, qui va être diffusé parfois à très très grande échelle, et ça amène un message qui peut faire évoluer au fur et à mesure. Pas le film lui-même, mais un film, plus un film, plus un film, plus un film. Et du coup, je pense que vraiment, partir du principe que parce que c'est une image, ça n'a pas ça ne va pas amener une réaction, c'est pas forcément juste. Parce que c'est des messages qui sont importants, en fait. Et voilà, c'est... Voilà. Laurence? Je crois que vous m'avez mal compris. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'efficace et que les images, justement, c'est pour ça qu'on les aime, elles sont peut-être même plus puissantes que la réalité. J'ai simplement dit que ça n'était pas la réalité. D'accord. Vous voyez? Mais qu'elles soient puissantes, sinon je ne serais pas historienne de l'art, à vrai dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, elles sont très puissantes, mais ça n'est pas le réel. Dès qu'il y a une intervention d'artiste, dès qu'il y a un œil d'artiste, c'est pour ça que deux personnes ne font pas la même photo. Et pourtant, c'est le même appareil photo. Si c'est Cartier-Bresson, c'est bizarre, mais ce n'est pas la même chose. Donc, même avec l'intervention de la machine, et l'art des robots en est une bonne preuve, il y a toujours, si vous voulez, un œil. Et l'œil est un œil subjectif. Ça n'est pas le réel. C'est une vision du réel. Et c'est pour ça que l'art est important, puisque c'est la question de la catharsis. Le théâtre, les Grecs savaient que le théâtre servirait à libérer de la violence, parce que ça n'était pas la violence. C'est pour éviter la violence réelle qu'on faisait du théâtre et de la tragédie. On fait de l'art. J'ai rarement vu des artistes assassins. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils s'expriment dans l'art et ils expriment exactement tout, c'est-à-dire à la fois le mauvais inconscient, le bon inconscient, les pulsions meurtrières, les pulsions du bien, etc. Et c'est ça qu'on voudrait changer. C'est-à-dire on voudrait que les artistes soient des propagandistes et qui soient au service du bien, de ce qu'on estime être le bien aujourd'hui. Or, c'est pas possible, c'est pas ça l'art. L'art, justement, c'est pour parler de choses qui fâchent, en général. Enfin, l'art, pas l'art nazi, mais... Bon. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup.
Et merci à tous les trois.